messieurs. Merci d'accueillir, accompagné de Stéphane Ravier, Madame Sarah Knafo, membre du bureau exécutif de Reconquête. Il est conseiller régional de Normandie, vice-président de Reconquête. Il est le numéro 4 sur notre liste pour le combat européen. Merci d'accueillir Monsieur Nicolas Pey. Mes chers amis, merci de votre présence si nombreuse aujourd'hui à Palavas-les-Flots. Merci d'honorer cette très belle terre du Languedoc qui nous accueille aujourd'hui pour ce grand événement de campagne derrière Éric Zemmour et Marion Maréchal. Merci de votre présence aujourd'hui, mais merci surtout de votre engagement pour beaucoup d'entre vous dès les premières étincelles de la campagne présidentielle. Cette année 2022 si importante, qui a été celle de la création de Reconquête derrière la candidature présidentielle d'Éric Zemmour. L'année 2023, mes chers amis, a été celle de la construction de notre mouvement. Et j'en profite bien sûr pour remercier toutes celles et ceux, militants, cadres, élus, qui ont pris des responsabilités pour faire de Reconquête une force puissante, organisée, mobilisée partout en France. Pas un seul département de France n'a pas une équipe, un responsable départemental, un bureau départemental, des militants qui tractent, qui collent partout, toute l'année. C'est une des forces de notre mouvement. Derrière Éric Zemmour, plus de 100 000 adhérents se sont rassemblés, 2 500 000 Français se sont rassemblés en quelques semaines seulement, dépassant, comme l'a rappelé notre ami Stéphane Ravier, les Républicains et le Parti socialiste réunis à l'élection présidentielle. Alors merci bien sûr à Nicole Mina, notre déléguée départementale, ici dans l'Hérault. Merci à Cédric Torrens qui est notre chargé de mission régionale sur l'ensemble de l'Occitanie. Et je voudrais évidemment saluer aussi Jacques Bompard qui vient en voisin de sa belle ville d'Orange. Il est celui qui a montré dès les années 90, les plus chevronnés s'en souviennent, eh bien, que nos idées, nos valeurs, les idées et les valeurs d'une vraie droite peuvent gagner alors qu'à l'époque, c'était encore rarissime. Merci, cher Jacques. Et merci, bien sûr, aussi à Stanislas et à Stéphane, qui sont un peu mes frères d'armes. Nous bataillons, nous écumons toute la France et nous sommes évidemment en permanence mobilisés pour rassembler nos compatriotes, leur montrer qu'il y a un enjeu majeur pour ces élections européennes. L'enjeu, c'est l'enjeu de la reconquête. Ce qui a fait que vous vous êtes rassemblés derrière Éric Zemmour en 2022 pour la reconquête de la France contre le grand remplacement, cette menace du grand remplacement qui est l'effet conjugué de l'immigration massive, d'un islam qui par nature est politique et de la dénatalité. Ce qui fait que vous vous êtes rassemblés derrière Éric Zemmour, c'est la menace du grand déclassement, la France qui n'a plus de liberté, qui n'a plus de puissance, qui ne rayonne plus à travers le monde. Eh bien, ces menaces, elles existent exactement pareil à l'échelle continentale, à l'échelle européenne. Et notre objectif, derrière Marion Maréchal, c'est d'organiser la reconquête à l'échelle européenne, cette reconquête civilisationnelle. Parce que lorsque nous défendons la France, nous défendons aussi les autres nations d'Europe. Lorsque nous défendons l'identité française, nous défendons les autres peuples d'Europe. Parce que notre destin est lié. Parce que nous avons une histoire commune, parce que nous avons une culture commune, parce que nous avons des défis immenses à relever, parce que nous sommes, non pas comme le pense Macron, propriétaires de la France, propriétaires de notre civilisation. Nous en sommes humblement les héritiers, humblement les dépositaires. Cette civilisation qui est sans doute la plus belle que la terre ait portée, qui puise ses racines dans la Grèce antique, dans la raison grecque, dans le droit et la démocratie romaine et dans la chrétienté. Et cet héritage fabuleux, eh bien, nous devons d'abord nous en montrer dignes, nous devons ensuite le préserver, nous devons l'embellir et si possible le transmettre aux générations à venir. Elle est là, notre mission historique, par-delà les batailles électorales successives, si importantes au demeurant, par-delà nos réunions, qu'elles soient militantes ou conviviales. Notre engagement, la communauté militante que nous formons autour d'Éric Zemmour, a pour ambition immense
d'arracher la France au déclin, d'arracher les nations d'Europe au déclin. Mes chers amis, à 60 jours de l'élection européenne, ne confondons pas l'Union européenne qui s'est construite au gré des traités successifs, qui est en réalité cette Union européenne, ces institutions européennes bruxelloises sont une accumulation, une somme de promesses et de trahisons. Au gré des traités successifs, ils ont construit une Union européenne froide, fade, désincarnée, antidémocratique, qui nous avait été présentée comme pouvant nous apporter à l'échelle continentale la puissance que nos nations ne pourraient plus avoir à l'échelle individuelle. En réalité, eh bien, ils ont organisé notre impuissance. Et lorsque je dis ça, je le dis avec gravité parce que je sais que, comme tous les Français, vous êtes profondément attachés à l'idée européenne, au sens que vous souhaitez que nos nations se battent ensemble pour défendre ce qui nous est le plus cher, nos libertés, notre identité, notre sécurité, notre prospérité sur la scène mondiale. Mais pour cela, eh bien, il faut construire une Europe bien différente. L'Union européenne, en réalité, elle s'est construite avec un modèle fédéral. Ils veulent, au départ, gommer progressivement les nations et organiser à Bruxelles les grandes décisions politiques. Et aujourd'hui, ils ont même dépassé ce stade. Ils veulent en réalité un État centralisé bruxellois. Ils veulent un jacobinisme à Bruxelles. Et le pouvoir entre les mains d'une Commission européenne qui est l'institution la moins légitime, qui est l'institution la moins démocratique. Madame von der Leyen et les 27 commissaires européens que personne n'a élus, que personne ne connaît, à la tête de 34 000 fonctionnaires dans des bureaux gris et qui voudraient décider à la place des gouvernements, à la place des nations et à la place des peuples. Eh bien, c'est cette Union européenne dont nous ne voulons pas. Nous voulons que la Commission européenne soit supprimée, qu'elle soit transformée en secrétariat du Conseil et que ce ne soit plus un exécutif, mais un exécutant. Et nous voulons par-dessus tout, bien sûr, recouvrer nos souverainetés nationales. Bien sûr, faire en sorte que toutes les décisions ne se prennent pas nécessairement à 27, que nous soyons capables d'organiser des coopérations librement consenties entre les nations en fonction de leurs intérêts, et notamment leurs intérêts les plus essentiels. Mais il faut surtout radicalement, et c'est là l'essentiel, changer les orientations politiques de cette Union européenne. Elle nous a livrés à l'immigration de masse, elle nous a livrés à la concurrence déloyale, elle nous a imposé une accumulation de taxes, de charges, de normes, de contraintes qui paralysent notre activité économique, qui laissent mourir notre agriculture, qui empêchent nos industriels de créer, qui empêchent nos entrepreneurs d'entreprendre. C'est ce modèle-là qu'il faut changer de tout au tout. Et c'est ce que nous voulons avec tous nos alliés européens. Et c'est possible le 9 juin, parce que la lame de fond nationale conservatrice, elle est en train de balayer le vieux système politique. Elle est en train de s'exprimer dans les 27 pays de l'Union européenne. Et avec nos alliés demiens, eh bien, nous pouvons déplacer le centre de gravité des institutions européennes et faire en sorte que, enfin, ce ne soit plus ce bloc majoritaire insupportable rassemblant les socialistes, les macronistes et le PPE, c'est-à-dire les républicains, qui décident dans le dos des peuples, avec la Commission européenne, en méprisant les États qui, eux, veulent défendre, les gouvernements qui veulent défendre leur peuple. Et parfois, on réduit les pouvoirs de la Commission européenne simplement à traiter de la courbure des concombres, du diamètre des pamplemousses. Tout ça est pitoyable, tout ça est dérisoire, tout ça, c'est la suradministration, c'est la bureaucratie qui prend le pas sur l'essentiel et sur la politique. Mais il y a bien plus grave. Il y a bien plus grave quand il y a des chefs d'État et de gouvernement comme Viktor Orban qui veulent défendre les frontières extérieures de l'Union européenne et qui se voient opposer par la Commission européenne toutes sortes de réglementations odieuses. Quand Viktor Orban veut mettre une barrière physique, une frontière, pour empêcher les migrants d'arriver par ce qu'on appelle la route des Balkans, et la Commission européenne qui lui interdit de le faire au nom du grand principe du non-refoulement. Quelqu'un vient illégalement en Europe, il franchit illégalement une frontière,
avec la réglementation actuelle, avec la jurisprudence de la CEDH et de la CJUE, eh bien, on ne pourrait pas le renvoyer de l'autre côté. Et Viktor Orban, il me l'avait raconté dans une conversation à Budapest, eh bien, il a été obligé de déplacer son mur d'1,50 m dans le territoire hongrois, de sorte que quand il renvoyait un clandestin de l'autre côté, eh bien, il était en règle avec la réglementation européenne, puisque le migrant était toujours en Hongrie. Mais que des chefs de gouvernement qui ont la légitimité démocratique en soient réduits à devoir utiliser ce genre de subterfuge pour contourner les règles absurdes de Bruxelles, en dit long sur ce système européen qu'il faut évidemment changer du tout au tout. Nous voulons tout changer du sol au plafond, changer les orientations politiques et changer le fonctionnement. Ce que nous voulons, c'est pouvoir enfin défendre nos intérêts vitaux, enfin défendre nos frontières, enfin défendre notre marché. C'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés, ils nous ont dit on va supprimer les droits de douane, on va faire un grand marché commun, mais en échange, on va protéger les frontières extérieures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé les protections à l'intérieur, mais ils n'ont jamais eu la volonté de protéger le marché de l'extérieur. Et pour les frontières physiques, pour l'immigration, c'est la même chose. Ils nous ont dit on va faire Schengen dans les années 90. La libre circulation, ça facilitera les choses pour partir en vacances, pour faire des affaires. Et en contrepartie, on va protéger les frontières extérieures. Eh bien, à chaque fois qu'un gouvernement veut protéger les frontières extérieures, la Commission européenne lui tape dessus. 17 ministres de l'Intérieur qui demandent à la Commission européenne d'être enfin utile et de les aider à organiser les frontières extérieures, et la Commission qui refuse catégoriquement. Mais pourquoi donc? Eh bien, tout simplement parce que dans leur modèle, l'Union européenne n'est qu'une étape vers le mondialisme total, vers une gouvernance mondiale. Et c'est ce dont nous ne voulons pas. Nous voulons que nos nations restent libres, que nos nations continuent de coopérer, continuent de se protéger, et c'est un défi immense que nous devons relever ensemble. Aujourd'hui, on le voit bien, comme souvent dans notre histoire, le continent européen, la civilisation européenne, est en proie à une offensive du monde arabo-musulman. On se souvient de l'Espagne et de la Reconquista, on se souvient de bien d'autres batailles qui ont marqué l'histoire européenne. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à nouveau confrontés à cette menace. Et c'est l'immense honneur d'Éric Zemmour d'avoir, dans la campagne présidentielle, porté le débat à son juste niveau, souligné que l'essentiel était là. Bien sûr qu'il y a des décisions économiques désastreuses, bien sûr qu'il y a des décisions politiques à Bruxelles qui sont inacceptables, mais tout cela est bien souvent réversible si nous avons de bonnes décisions avec des bons dirigeants demain. En revanche, la submersion migratoire, le grand remplacement, c'est un péril mortel qui nous rappelle tout simplement que les civilisations peuvent périr, et qui nous rappelle que la menace qui pèse aujourd'hui sur nous en France, la menace qui pèse sur nos nations européennes, eh bien, c'est que dans quelques siècles, on aura des touristes qui viendront d'Asie et qui contempleront des restes de nos calvaires, de nos églises et de nos cathédrales, comme nous allons dans le continent sud-américain pour constater les vestiges de la civilisation maya. Eh bien, il est là l'enjeu de ces élections. L'enjeu, c'est de retrouver notre identité, retrouver notre puissance, être capable de se protéger, et c'est évidemment parfaitement possible. C'est parfaitement possible parce que c'est ce que font toutes les grandes puissances dans le monde. On n'est pas obligé d'être l'État, d'être l'espace économique qui est à la fois le plus normé, le plus contraint et le moins protégé. Mais pour ça, il faut évidemment changer de majorité au Parlement européen. Aujourd'hui, vous le remarquerez, nous entrons dans la campagne européenne. Alors on voit les Républicains, avec Bellamy, nous expliquer qu'il faut être contre les accords de libre-échange, qu'il faut refuser von der Leyen, qu'il faut refuser les ressources propres, c'est-à-dire un impôt européen, qu'il faut refuser le pacte migratoire, qu'il faut refuser le pacte vert. Mais ils font tout le contraire toute la journée au Parlement européen. Je les vois à quelques sièges de moi. Ils votent le pacte vert, c'est-à-dire des normes sous prétexte environnemental qui n'ont aucune conséquence concrète ni sur l'environnement ni sur la sécurité alimentaire. Ils votent la répartition obligatoire des migrants. Ils votent les sanctions contre la Pologne et la Hongrie. Ils votent des impôts, taxes carbone, taxes sur les produits financiers, taxes plastiques, qui sont une couche supplémentaire dans le millefeuille fiscal, alors qu'on est déjà le pays le plus imposé au monde. Ces gens-là, en réalité, pendant 2 mois de campagne électorale, disent exactement le contraire de ce qu'ils font ensuite pendant 5 ans à Strasbourg et à Bruxelles.
Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, à Bucarest, le PPE, dont les Républicains font partie, ont décidé de renouveler Ursula von der Leyen pour 5 années supplémentaires. Elle est leur candidate. Alors évidemment, quand on écoute François-Xavier Bellamy, on peut se dire que c'est un garçon qui a sans doute des convictions sincères. Je lui fais éventuellement le crédit de la sincérité, mais pas celui de la cohérence. S'il était cohérent, s'il était honnête avec les Français, honnête avec les engagements pris devant les électeurs, eh bien il quitterait le PPE, il assumerait ses responsabilités et il nous rejoindrait. Et bien sûr, n'oublions pas que le Rassemblement national, qui essaye de nous faire croire qu'il y aurait un quelconque enjeu dans ces élections européennes, à savoir qui arrive en tête entre la liste soutenue par Emmanuel Macron et celle conduite par Jordan Bardella. Mais enfin, les européennes, ce n'est pas la guerre des boutons. On se moque totalement de savoir qui arrive en tête. Ça n'aura aucune conséquence concrète. Et d'ailleurs, en 2014 et en 2019, j'en sais quelque chose, le Rassemblement national est arrivé en tête. Ça n'a rien changé en politique nationale. Ça n'a pas empêché l'élection de Macron en 2017, sa réélection en 2022. Ça n'a rien changé en politique européenne. Et même pire en réalité, ce sont des voix inutiles parce qu'ils sont totalement marginalisés. Alors que nous sommes dans l'alliance qui compte, avec Fratelli d'Italia, avec les Espagnols de Vox, avec les Polonais du Parti Droit et Justice. Évidemment, et quels que soient les résultats précis du 9 juin, il vaut mieux ce que nous donnent les sondages aujourd'hui. 6, 7, 8, 9 députés reconquête, compétents, comme Marion Maréchal, qui a une expérience parlementaire, comme Guillaume Pelletier, comme beaucoup d'autres, qui ont des compétences professionnelles, qui ont fait la démonstration aussi de la force de leurs convictions et qui seront dans un groupe qui pèse au Parlement européen, plutôt que 20, 25 ou même 30 députés du Rassemblement national, dont tout le monde ignore l'existence au bout de 5 ans de mandat, qui seront dans un groupe totalement isolé et qui, par conséquent, ne seront d'aucune utilité pour les Français. Et comme l'a rappelé Stéphane tout à l'heure, vous savez, on n'est pas obligé de croire les politiques quand ils prennent des engagements, et malheureusement, on le sait, on l'a vu avec Nicolas Sarkozy par exemple, c'est pas parce qu'on parle fort en campagne électorale qu'on est ensuite capable et qu'on a le courage de mettre en œuvre la politique pour laquelle on s'est fait élire. Mais il y a une certitude en revanche, c'est que ceux qui ont déjà renoncé avant même de se faire élire, là vous êtes tranquilles, ils seront incapables de faire quoi que ce soit une fois au pouvoir. Or, c'est bien de cela dont il s'agit. Nous ne nous trompons pas d'adversaire. Notre adversaire, c'est von der Leyen. Notre adversaire, c'est Macron. Et nous pouvons le battre au Parlement européen avec nos alliés. Mais nous assumons aussi d'être des concurrents des Républicains et des concurrents du Rassemblement national. Les Républicains qui se vendent à la découpe à Macron. Certains ont pris le TGV du macronisme dès 2017, mais beaucoup d'autres, comme Rachida Dati ces derniers mois, sont encore sur le quai de la gare à attendre le TER Attal ou demain le TER d'Édouard Philippe. Ils ont tout abandonné et ils sont en réalité les supplétifs du macronisme et des socialistes au Parlement européen. C'est ça la réalité de LR. Et le résultat, c'est que les 7 députés LR, qui pèsent rien d'ailleurs au sein du grand groupe du PPE dominé par les Allemands de la CDU, eh bien ces 7 députés LR, quand il y a un vote un peu sensible sur un point délicat, ils arrivent, et je vous assure que je n'exagère pas, à avoir à 7, 4 positions de vote différentes. Il y a ceux qui votent pour, ceux qui votent contre, ceux qui s'abstiennent, et grande spécialité de François-Xavier Bellamy, la chaise vide. Il oublie d'appuyer sur le bouton. Voilà. Ça en dit long en réalité sur leurs errements, sur leurs incohérences et évidemment sur leur incapacité demain à défendre efficacement les Français. Mais s'agissant du Rassemblement national, on a vu ces dernières semaines, ils renoncent progressivement à tout. Ils sont soumis idéologiquement aux médias et psychologiquement à la gauche. Lorsqu'on les voit sur la loi immigration de Darmanin, qui n'est pas une loi contre l'immigration, qui est une loi régularisation. Après le passage au Conseil constitutionnel, il ne reste rien d'autre de cette loi que 10 000 régularisations supplémentaires chaque année, et le Rassemblement national nous explique que c'est une victoire idéologique. Les mêmes, lorsque la gauche célèbre en fanfare la constitutionnalisation de l'IVG, se félicitent de participer à ce petit festin des socialistes et des communistes.
Les mêmes nous expliquent qu'aujourd'hui, dans la France, où il y a 47% de notre PIB en prélèvement obligatoire, on est le pays le plus imposé au monde, ils nous expliquent qu'il faut taxer la grande distribution, qu'il faut multiplier encore des taxes sur les super-profits. Je pensais, j'écoutais d'une oreille distraite, je pensais entendre Manon Aubry, je me tourne derrière le poste et je vois que c'est Jean-Philippe Tanguy, un député du Rassemblement national. Alors je le dis avec amitié, affection pour les militants du Rassemblement national, j'en connais beaucoup et j'ai combattu à leur côté. Et pour leurs électrices et leurs électeurs, ne vous trompez pas. Ne croyez pas que ces renoncements et ces lâchetés seraient une stratégie pour arriver au pouvoir. Ces renoncements et ces lâchetés sont des renoncements et des lâchetés. Ils ont renoncé à mener le combat fondamental pour la France. Mes chers amis, vous le savez, derrière Éric Zemmour et Marion Maréchal, nous avons un objectif, c'est malgré tout ce rassemblement des droites qui a permis à nos idées, à nos valeurs de gagner dans plusieurs pays d'Europe. Et ça n'est pas terminé. Mais cette volonté de rassemblement et donc cette capacité à travailler avec d'autres ne nous soustrait pas à l'exigence de vérité et à assumer les différences qui existent. Il y aurait une facilité que les médias embrayent volontiers qui consiste à dire finalement Reconquête, les LR, le Rassemblement national, tout ça est pareil. Non, ça n'est pas pareil. Et si Reconquête a été créée, si Éric Zemmour s'est lancé dans la campagne présidentielle, si on a été nombreux, venant de LR, venant du RN, et parfois même des déçus du macronisme qui étaient des gens de droite sincères, à se rassembler derrière lui, c'est précisément parce que les Républicains sont les supplétifs de Macron, que le RN, aujourd'hui, eh bien, on sait ce qu'il n'est plus. Ils ont renoncé à peu près à tous les aspects les plus saillants de son programme, mais on ne sait toujours pas ce qu'ils sont. On sait qu'ils ne sont plus de droite, ils le proclament. On sait qu'ils ne sont plus pour le Frexit, contre la sortie de l'Union européenne, etc. Mais on ne sait pas ce qu'ils sont. On ne connaît pas la philosophie politique qui les dirige. Or, ce qui est fondamental, ce dont la France aujourd'hui a besoin, et c'est ce qui a justifié l'extraordinaire ferveur derrière Éric Zemmour en 2022. Elle a besoin d'hommes et de femmes d'État, à l'instar d'Éric et de Marion, qui sont capables de porter une vision haute. Pas des gens qui regardent les courbes des sondages du jour, l'humeur du moment, l'ambiance médiatique sur les chaînes d'information ou la dernière phrase qu'ils ont entendue sur le zinc du bistrot. Il faut être capable de porter une vision pour la France, capable de définir quels sont les grands enjeux et les grands défis. Comment retrouver l'identité, la sécurité, nos libertés fondamentales, créer les conditions de la prospérité. Ça nécessite des qualités intellectuelles, des qualités politiques, des qualités psychologiques aussi, d'hommes et de femmes d'État. Et c'est ça l'ADN profond de Reconquête. C'est ça qui nous différencie fondamentalement des partis du système qui, pour certains, ont déjà totalement écœuré les Français et pour d'autres vont finir par les écœurer parce que finalement, ils ont déjà renoncé à défendre les idées et donc ils ont déjà renoncé à défendre les Français. Mes chers amis, il nous reste 60 jours pour convaincre, 60 jours pour montrer à nos compatriotes qu'il y a un enjeu sur ces élections européennes qui n'est évidemment pas simplement un enjeu de politique nationale. Aujourd'hui, 80% de nos lois votées à l'Assemblée nationale sont des transpositions du droit européen. C'est-à-dire, en clair, tout se décide à Bruxelles et à Strasbourg. Et je suis avec vous le premier à le regretter. Mais puisque tel est le cas, eh bien nous devons prendre le pouvoir à Bruxelles et à Strasbourg, avec nos alliés, avec l'ensemble des députés, les 17 nationalités que compte déjà le groupe des conservateurs et réformistes européens. Nous sommes là pour défendre des positions claires. J'étais il y a quelques jours en Italie à l'invitation du président de notre groupe à Subiaco. Subiaco, c'est un petit village qui se trouve à 50 km à l'est de Rome. Eh bien, à Subiaco, au moment de la chute de l'Empire romain, dans les dernières décennies du 5e siècle, eh bien, Saint Benoît a fondé l'ordre des bénédictins. Et cet ordre des bénédictins, il a ensuite rayonné partout en Europe. Des abbayes qui ont été pas seulement des lieux de spiritualité, pas seulement des outils d'évangélisation, elles ont été bien plus que cela. Elles ont été l'âme de l'Europe chrétienne qui a assimilé, digéré l'héritage grec et romain, mais qui a construit le christianisme, des lieux de foisonnement intellectuel, des lieux de prospérité économique.
eh bien, être à Subiaco avec tous nos alliés européens, ce n'était pas simplement un symbole. De la même manière que quand Chirac a refusé les racines chrétiennes dans les textes fondateurs de l'Union européenne, ça n'était pas anecdotique. Parce que l'Union européenne, qui est incapable de définir quelles sont ses valeurs, eh bien, le résultat, on le voit, c'est la Commission européenne qui décide quelles sont ses valeurs. C'est l'inclusion, c'est les droits des LGBT, c'est les droits à la migration. Et du coup, au nom de tous ces grands principes complètement fumeux, qui d'ailleurs n'ont aucune spécificité européenne, eh bien, on vient remettre en cause les politiques décidées par les peuples et mises en œuvre par les gouvernements démocratiquement élus. Donc définir nos valeurs européennes, définir quelles sont les grandes valeurs qui caractérisent notre civilisation, et ensuite les mettre en œuvre dans le cadre d'un fonctionnement démocratique et dans le cadre de choix politiques qui soient à la hauteur du génie de notre civilisation, il est là le défi de ces élections européennes. Le 9 juin, nous comptons sur vous. Allez partout en France et partout en Occitanie, pour ce qui vous concerne, convaincre nos compatriotes, leur montrer qu'il y a un enjeu, qu'ils fassent un vote de conviction. Il n'y a pas de... Le seul vote vraiment utile, c'est avoir des députés efficaces qui travaillent dans un groupe qui compte au Parlement européen. Voilà. Qu'on ne nous refasse pas le coup du vote utile de 2022, qui a été utile qu'à la réélection d'Emmanuel Macron. Qu'ils votent pour leurs convictions, pour les partis qui réellement défendent leurs valeurs. Incitez-les à être nombreux dans les urnes et vous le savez, je conclurai par cela, c'est entre vos mains que tout repose. Nous allons mener campagne partout. Nous allons mobiliser sur les plateaux de télévision et sur les estrades, mais le travail irremplaçable, c'est celui que vous mettrez en œuvre. C'est celui qui consiste à convaincre un membre de votre famille, à convaincre un collègue de bureau, à aller sur le marché distribuer des tracts, à coller des affiches la nuit. C'est ça, ce travail de fourmi indispensable. C'est la force de la reconquête. 100 000 militants mobilisés partout en France. C'est ce qui fera la différence. Avec Marion Maréchal, derrière Éric Zemmour, en avant pour la reconquête de la France, en avant pour la reconquête civilisationnelle, la reconquête de l'Europe.